Mais si on prend juste la question de l'université, il y a quelques expériences d'enseignement qui font autrement. Par exemple, Sciences Po. Sciences Po a des modes d'évaluation assez précis. Quand on veut rentrer à Sciences Po, soit on est en convention ZEP, soit on est sur des bicursus, soit on est dans un concours, soit on est... Ce sont des modes d'évaluation différents. Sciences Po est le seul endroit où on va vraiment pratiquer une action positive, ou ce qu'à tort, à mon avis, on appelle une discrimination positive, mais qui va vraiment favoriser des gens qui n'ont pas forcément le niveau requis s'ils passaient le concours habituel, mais en produisant un autre mode d'évaluation, on leur donne une chance qui, globalement, se passe bien, parce que quand ils sortent à l'issue des 3 ans ou des 5 ans, 3 ans le collège universitaire, 5 ans le master, ils ont un niveau qui est très bon et comparable aux autres. Mais initialement, ils n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes critères. Est-ce que les populations sont intéressées par le sujet? Est-ce qu'elles sont directement impliquées dans le processus, y compris dans le processus d'évaluation? Et là, on rentre sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Alors on peut prendre un exemple, hein, si vous le souhaitez. Il y a un exemple qui me vient en tête tout de suite parce qu'il est assez sensible en ce moment, c'est l'exemple de la vaccination. Les programmes de vaccination, de plus en plus, et notamment en France, puisque c'est sorti il y a très peu de temps dans les médias, les Français sont très méfiants vis-à-vis de la vaccination. Pour un même exemple, qui pouvait être par exemple l'implant mammaire, on peut avoir 3 attitudes totalement différentes. Est-ce qu'un implant mammaire est sûr? Oui, non. Est-ce qu'il est efficace? Oui, non. Est-ce qu'il doit être pris en charge par l'assurance maladie? Là, la question se pose. On est dans le traitement, une reconstruction de cancer. On est dans des fins esthétiques. Oui, mais les fins esthétiques, c'est aussi de la souffrance psychique. À quel endroit, finalement, on place la souffrance psychique? Donc, on voit bien que l'évaluation de l'efficacité ou l'évaluation, finalement, de l'intérêt pour la collectivité, elle va véritablement s'ancrer dans, finalement, un travail qu'on va faire en amont de l'évaluation sur c'est quoi les valeurs qui sous-tendent cette évaluation. Le premier rapport international sur les inégalités de santé, c'était le rapport Black. Il était de 76 ou 77, c'est-à-dire qu'on est à 40 ans. On sait le poids des conditions sociales dans les inégalités de santé et on continue à affiner les recherches systématiquement. On a beaucoup de recherches, d'ailleurs, qui sont fort intéressantes, mais on approfondit, on va toujours un peu plus loin dans la recherche et pas souvent dans l'action. Oui, Frédéric Spinnerny, je suis directeur adjoint à l'hôpital Necker. Alors, contrairement à ce que veut dire grand témoin, je n'ai que 5 ans d'expérience. Donc ça va expliquer beaucoup de choses. La première, c'est que je n'ai pas le biais de la Haute Autorité de Santé qui a été présenté tout à l'heure, et je suis peut-être moins habile pour parler à l'oral ou tenir le micro qui a l'air quand même assez complexe. Toutefois, j'ai essayé de... Voilà, il faut vraiment que je le rapproche. J'ai essayé de réfléchir à cette question puisqu'on vous a d'emblée dit oui, fin des débats, on peut tout évaluer, d'ailleurs on le doit. Alors moi je vais me poser des questions inverses. La première c'est quelle valeur donne l'évaluation? Est-ce que c'est une valeur symbolique? Est-ce que c'est une valeur marchande? Est-ce que c'est une valeur non marchande? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser à l'hôpital hein, puisque c'est un secteur de soins, donc a priori non marchand. La deuxième question, c'est voilà, est-ce qu'il y a eu toujours de l'évaluation? Pourquoi on en parle maintenant? Qu'est-ce qu'on évalue véritablement à l'hôpital? Certification, accréditation, ça a quel sens? Et ce qui est intéressant dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est qu'on a parlé d'un autre secteur, le secteur scolaire. Donc je vais essayer d'élargir un tant soit peu le topo. Ça ne va pas être très long puisqu'on vous a certifié pour le coup qu'on arrêtait à 8h30, donc je vous laisserai surtout la parole. Pour moi, on ne peut pas tout évaluer. Ça a été dit par Paul Loup, ça a été même évoqué, donc moi je vais plutôt aller dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, à l'hôpital on évalue beaucoup de choses, de plus en plus. J'ai l'impression que bizarrement ça ne s'assouplit pas, ça se radicalise. Donc pour avoir approché de près une certification des soins, une certification qualité, c'est difficile d'être contre. Vous ne pouvez pas résister à ce mouvement-là, un mouvement qu'on vous a quand même intimé.
on vous a dit que c'était pour votre bien et votre progrès, et que c'était pour la qualité des soins, la sécurité et la satisfaction des usagers. Donc c'est très difficile d'aller contre un mouvement de certification, et ça, moi, en tout cas, je n'irai pas porter ce type de discours. Par contre, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on évalue ? Donc on évalue les soins. Certes, dans la nouvelle version de certification, on évalue aussi la qualité de vie au travail, par exemple. Moi, je considère que la qualité de vie au travail, c'est déjà un domaine un peu plus trouble que le processus déchets à l'hôpital, qui est un processus très important, certifié comme beaucoup d'autres. Est-ce que la qualité de vie au travail, ça s'évalue ? Et oui, quels sont les critères ? Qui fixe les critères de la qualité de vie au travail ? Est-ce que c'est le taux d'absentéisme ? Mais est-ce que ça, c'est finalement pas le travail de la DRH en tant que tel ? Pourquoi la HAS aurait à nous donner des orientations d'opportunités sur la qualité de vie au travail ? On certifie aussi, alors ça c'est de nouveaux critères, vous pourrez intervenir si vous voulez, mais on certifie aussi la sécurité des biens et des patients, les achats éco-responsables avec des critères précis. Donc moi je pose la question, est-ce que c'est véritablement nécessaire que vous soyez orienté dans un établissement pour sa qualité des soins? Est-ce que vous vous préoccupez vraiment de sa responsabilité sociale, de sa qualité de vie au travail et surtout de ses achats responsables? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais aussi évoquer d'autres secteurs que le secteur de soins, puisque oui, à l'hôpital, on évalue la qualité des soins, on évalue aussi les laboratoires. Je vous rappelle, l'accréditation des laboratoires, c'est quelque chose de très lourd, qui répond à peu près au même modèle, sauf que c'est une autre autorité qui s'en occupe. Mais on évalue aussi de plus en plus la sécurité. Donc il existe des critères, notamment qui ont été définis récemment, vu le contexte, des critères sur l'évaluation de la dangerosité ou la radicalisation de certains agents ou certains patients à l'hôpital. Bon, c'est un peu plus touchy quand même que le bloc opératoire. On évalue difficilement la santé mentale. Ça, c'est un point, je pose d'avance la question. Comment on évalue la santé mentale ? Les protocoles de soins peut-être, la tarification à l'activité, comme vous ne savez, n'existe pas encore. Comment on approche la certification des établissements spécialisés en santé mentale ? Vous avez certainement entendu parler d'un débat, maintenant ça date un peu, mais sur le médico-social, sur l'évaluation du médico-social, sur l'évaluation des enfants, l'évaluation de l'indélinquance dans le milieu scolaire. Bon, ça avait fait un peu de bruit à l'époque, et c'est vrai que je ne sais pas si on peut tout évaluer. Moi, je ne serais pas si définitif sur le sujet. Je considère qu'on peut encore se poser des questions. Ce qui a été bien évoqué lors des débats, c'est qu'on a finalement une impression d'objectivité. Alors vous l'avez signalé, l'objectivité bizarrement change avec le temps. Donc il y a une recherche de critères théoriques qui se posent avec des grilles sur les soins. C'est pour ça que je demandais ce qu'il y avait avant l'évaluation. On m'a répondu l'obscurité. Donc c'est intéressant puisque de plus en plus, on demande aux soignants d'acquérir une connaissance théorique sur leurs propres pratiques. Ça a un coût caché quand même, il y a un coût de contrôle, il y a un travail monstrueux qui est réalisé par les cadres soignants, les directions qualité, les directions des soins et l'ensemble des directions maintenant, sur la cartographie des risques. Donc c'est vrai que ce vocabulaire, une cartographie des risques, la maîtrise des risques, les grilles d'évaluation, les critères, peut faire penser, comme le disait le psychanalyste Roland Gori, que l'évaluation, c'est un mot d'ordre, au sens où il y a une volonté de standardiser, je pense que ça a été évoqué, une volonté d'uniformiser, et c'est certain que dans une culture soignante, dans le domaine social en tant que tel, on se pose toujours la question de est-ce que cette volonté de tout théoriser, de tout contrôler, de standardiser finira un jour? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre des valeurs hospitalières? Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais en introduction. Évaluer, c'est poser une valeur. Est-ce qu'on dévalorise un établissement qui n'a pas été accrédité, par exemple? Qu'est-ce qu'on dévalorise quand on refuse une certification? Mais qu'est-ce qu'on donne comme valeur? Est-ce que la valeur ultime, on l'a dit, ça a été sous-entendu, les processus de certification apparaissent dans les années 80. Est-ce que, finalement, l'évaluation, c'est l'autre nom de la concurrence entre établissements? Est-ce que vraiment vous choisissez votre établissement s'il est accrédité? Est-ce que vous savez que si votre établissement de proximité est accrédité, mis à part la clinique des Bluets? A priori, non. Mais est-ce que ça sert
aux enquêtes qui sont faites par les journaux nationaux pour montrer que votre établissement est le meilleur de France ou pas? Est-ce que finalement ça sert à fluidifier un peu le marché dans l'offre de soins? Est-ce que ça sert à communiquer au-delà de la qualité des soins? Puisque je vous rappelle que je ne suis pas en train de vous vendre l'inverse de la qualité des soins. Mais je me pose simplement la question. Je ne suis pas si tranché sur peut-on tout évaluer. Si on peut évaluer absolument tout ce qui est à l'hôpital, ok, donc on évalue les agents. Chaque année, vous avez les entretiens d'évaluation. Qui évalue les directeurs? Autre question. Et c'est pour ça que je pose la question. Qui évalue les experts visiteurs? Ils doivent certainement eux-mêmes avoir des critères. Mais vous savez, c'est une réduction à chaque fois. Finalement, c'est quoi le critère ultime? Est-ce qu'il a été choisi par quelqu'un qui lui-même a une autorité supérieure à la vôtre? Et ensuite, est-ce que ce critère est fixé dans le temps? Non. Vous avez répondu que il y a des modes, il y a des choses qui changent et qu'on ne peut pas forcément figer dans le temps. On ne peut pas maîtriser tous les risques une fois pour toutes. Ce n'est pas de la production industrielle, ça aussi ça a été évoqué. On ne peut pas uniquement améliorer le processus de production de soins puisque le soin dépasse les processus de production. Donc voilà, moi j'étais plutôt favorable à élargir un peu le débat, sortir de l'hôpital tout en montrant que oui, l'hôpital c'est un établissement de soins qui produit du soin et on a tout intérêt à ce que ça se passe le meilleur possible pour les usagers et pour les agents, mais je considère qu'on peut interroger le processus d'évaluation, même si c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'étais partant pour participer à votre discussion ce soir. Je m'arrêterai là. Merci.